En 2021, le président turc Erdoğan a reçu un cadeau du Parti d'action nationaliste, une carte du monde turcique. Elle couvrait d'immenses étendues d'Asie centrale, du Caucase, et notamment d'importantes parties du sud du territoire russe, ainsi que de la Chine et des Balkans. L'implication était que ceci représente le monde turcique, le nom donné aux divers groupes ethniques à travers l'Eurasie, et que la Turquie en est le centre naturel. Plutôt que de susciter l'indignation publique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a simplement rejeté l'exactitude de la carte, en soulignant que le véritable centre du monde turcique se trouvait en réalité dans la région de l'Altaï, qui se situe précisément à l'intérieur des frontières russes. Pour le Kremlin, il ne s'agissait que d'une pique diplomatique, plus liée aux ambitions internes de la Turquie qu'à une réelle manœuvre géopolitique. Mais aujourd'hui, l'ambiance à Moscou a considérablement changé. La carte est un signe de plus pour le Kremlin et le président Vladimir Poutine que l'emprise de la Russie sur l'Asie centrale s'affaiblit, et que la Turquie est prête à combler le vide. Dans une monographie publiée en 2025 intitulée « Mythologie du panturquisme et la sécurité de la Russie et de l'Eurasie au XXIe siècle », une équipe d'experts avertit que la montée de l'identité turcique à travers l'Asie centrale pourrait constituer une menace existentielle non seulement pour l'influence russe dans la région, mais potentiellement aussi pour l'intégrité territoriale de la Russie elle-même. Parallèlement, le Conseil russe des affaires internationales a publié une analyse en avril 2026, mettant en garde contre la politique panturque de la Turquie qui se répand dans la région. C'est un changement de ton radical, et cela montre qu'il se passe réellement quelque chose en Asie centrale que Moscou avait auparavant passé des décennies à essayer d'empêcher. Pour saisir l'évolution du paysage, il faut d'abord comprendre la région. L'Asie centrale comprend 5 anciennes républiques soviétiques: le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Ensemble, elles comptent environ 78 millions d'habitants. Plus important encore, elles possèdent d'immenses réserves de pétrole, de gaz et de minéraux rares, soit plus de 5% des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Elles longent les anciennes routes commerciales de la route de la soie, aujourd'hui traversées par des pipelines et corridors ferroviaires reliant l'ouest à l'est. En fait, dès 1904 et 1919, le géographe britannique Alfred Mackinder affirmait que quiconque contrôlait cette zone détiendrait la clé de la puissance mondiale. Pas besoin d'adhérer totalement à cette théorie pour admettre que toutes les grandes puissances se sont déjà intéressées à ce qui se passe ici. Au début du XXe siècle, l'Union soviétique contrôlait de facto la majeure partie de cette région, et elle était une puissance mondiale de premier plan. Et aujourd'hui, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Iran et même la Turquie mentionnée précédemment se disputent tous l'influence sur la région depuis 30 ans. La principale différence aujourd'hui est que l'influence russe s'érode lentement. Après l'effondrement soviétique en 1991, Moscou a maintenu la région sous son emprise par un réseau d'institutions et de pression. La communauté des États indépendants a lié de nombreuses économies entre elles. L'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, était censée être le ciment militaire. Moscou a conclu des traités de défense avec plusieurs républiques, déployé des troupes aux frontières clés dans la région, et contrôlé de nombreux pipelines acheminant le pétrole et le gaz d'Asie centrale. Lorsque l'un de ces pays sortait du rang, le Kremlin n'hésitait pas à resserrer un peu plus l'étau. Moscou aurait exigé une participation de 20 à 40% dans les gisements kazakhs encore en phase d'exploration, a presque complètement suspendu les exportations de pétrole du Kazakhstan de mai à août, et a également exercé des pressions sur le Turkménistan concernant les revenus du gaz. La région a toujours intéressé la Russie, car ses économies restaient étroitement liées à elle par le commerce, les infrastructures énergétiques et les envois de fonds de millions de travailleurs migrants d'Asie centrale employés là-bas. Cela a longtemps fonctionné. Les dirigeants d'Asie centrale étaient économiquement dépendants de Moscou, militairement tributaires des garanties de sécurité russes, et culturellement encore marqués par 7 décennies de domination soviétique. Le russe est même resté la langue de facto de la communication interrégionale. L'alphabet cyrillique, imposé par Staline à la fin des années 1930 pour couper les populations d'Asie centrale de leur héritage littéraire pré-soviétique et de la Turquie, était encore utilisé dans toute la région. En fait, les habitants de 4 des 5 républiques, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Kirghizes et les Turkmènes, partageaient des ancêtres communs, la même religion et des liens linguistiques bien avant l'Union soviétique, avec des minorités dispersées dans toute la région.
Bien que ces identités n'aient pas été créées par les soviétiques, Moscou les a formalisées et rigoureusement divisées en républiques distinctes pendant la période soviétique, allant souvent à l'encontre des liens culturels et démographiques existants. L'Asie centrale a été essentiellement fragmentée puis façonnée selon la volonté de la Russie. Avançons rapidement jusqu'au XXIe siècle et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les dirigeants d'Asie centrale ont observé la Russie annexer la Crimée en 2014, une action que la Turquie, elle-même membre de l'OTAN, a critiquée. Puis la guerre à grande échelle a commencé en 2022. Le monde turcique a alors commencé à se demander qui pourrait être le prochain, quel que soit le résultat. Certains dirigeants ont activement réaffirmé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en essayant de tirer le maximum de leurs accords existants avec Moscou. Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a affirmé publiquement depuis la Russie qu'il ne reconnaîtrait pas les territoires ukrainiens séparatistes annexés par Moscou. Un tel genre de déclaration aurait été impensable 10 ans plus tôt. L'OTSC, l'équivalent russe de l'OTAN, a sans doute perdu encore plus de crédibilité. En 2023, l'Azerbaïdjan a attaqué les positions arméniennes au Haut-Karabakh, et la Russie n'a rien fait pour défendre son allié, l'Arménie. Le Premier ministre de l'Arménie a entamé le processus de sortie complète de l'organisation en 2024, et depuis 2026, le pays a cessé de financer l'alliance et de revendiquer son appartenance à celle-ci. À cette époque, la Russie était profondément engagée en Ukraine, ayant mobilisé la grande majorité de ses forces terrestres prêtes au combat pour la guerre, tout en peinant à obtenir des avancées significatives, ce qui limitait sévèrement sa capacité à venir en aide à l'Arménie, même en théorie. Sur fond de retrait militaire de la Russie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont poursuivi leur transition de l'alphabet cyrillique vers des alphabets latins, tandis qu'au Kirghizistan, le débat sur un changement similaire s'est intensifié. Les pays renomment des villes et des sites géographiques importants, afin de supprimer les appellations russes datant de l'époque soviétique. Et les 4 États turciques se considèrent de plus en plus comme faisant partie du monde turcique, qui s'étend d'Istanbul jusqu'à la Chine à travers l'organisation des États turciques. Ce qui nous amène à l'idée du panturquisme, c'est-à-dire l'unification politique, ou du moins la coordination du monde turcique. Cela remonte en fait à la fin du XIXe siècle, lorsque des intellectuels turciques de l'Empire russe et des penseurs ottomans se sont tournés vers leurs racines culturelles en Asie centrale. C'était une idée puissante que l'Union soviétique a tenté de réprimer avec d'énormes efforts, d'où la fragmentation et le changement de nom de nations entières, de langues, ainsi que l'imposition d'alphabets étrangers. Même le mot Turkistan, qui était le nom traditionnel de toute la région, a été interdit dans les documents soviétiques et remplacé par Asie centrale soviétique en raison de ses associations pan-turques. Puis, après la chute de l'Union soviétique, la Turquie se réengage en Asie centrale. Le président de l'époque, Turgut Özal, a reconnu l'indépendance des républiques d'Asie centrale plus rapidement que presque tout le monde et a plongé la Turquie dans la région avec une fougue téméraire. Dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, la Turquie a fondé 3 grandes universités dans la région. L'université kazakho-turque Ahmet Yasawi à Turkestan, l'université kirghizo-turque Manas à Bichkek et l'université internationale turkméno-turque à Ashgabat. La Turquie a investi plus de 3,8 milliards de dollars en Asie centrale et dans le Caucase entre 1992 et 2003, ce qui équivaut à environ 7 milliards de dollars aujourd'hui, une fois ajusté pour l'inflation. Plus de 1170 délégations diplomatiques ont visité les républiques turciques rien que pendant la première année d'indépendance. Selon certains récits, Özal s'est littéralement tué à la tâche lors de tournées diplomatiques dans la région, mourant en 1993, après avoir fait le tour de toutes les républiques turciques. Cette première initiative a conduit la Russie à réagir fermement. En utilisant son levier économique, elle a limité la capacité des nouvelles républiques à accéder à l'aide internationale. L'instabilité économique et la turbulence politique de la Turquie, au milieu des années 1990, ont réduit les ressources disponibles pour l'Asie centrale. Les dirigeants d'Asie centrale, ayant récemment échappé à une grande puissance mondiale, n'étaient pas pressés de se subordonner à nouveau. Après l'arrivée au pouvoir du parti AK, dirigé par Erdogan, en 2002, et sa volonté de faire du pays une puissance régionale dans le contexte plus large de la Méditerranée, la politique étrangère de la Turquie s'est tournée vers le Moyen-Orient, et l'Asie centrale a perdu de sa priorité. Par exemple, en 1992, presque toute l'aide de la Turquie était destinée à l'Asie centrale. En 2005, 55% des projets de la Turquie étaient menés dans les pays du Caucase et d'Asie centrale.
Ce chiffre est tombé à 36% en 2010. L'aide au Tadjikistan a culminé à près de 650 millions de dollars avant de tomber à 5 millions par an. Mais la Turquie n'est jamais partie complètement. Et au lieu d'une aide financière directe, elle a créé des institutions qui orienteraient lentement le sentiment des pays turcophones en faveur de la Turquie. Le Conseil de coopération des États turcophones a été créé en 2009, puis est devenu l'Organisation des États turciques. Le diffuseur public turc TRT a lancé TRT Avaz en 2009, diffusant en azéri, kazakh, kirghize, turkmène et ouzbek, transmettant directement l'actualité et les évolutions en Turquie dans les salons d'Asie centrale. Le commerce entre la Turquie et la région est passé de 838 millions de dollars en 2002 à 9,5 milliards de dollars en 2021 et près de 4000 entreprises turques opéraient dans les 5 pays. Puis est arrivée l'année 2020 et tout s'est accéléré. La guerre en Ukraine, l'implosion de l'OTSC et le conflit arméno-azerbaïdjanais, le retrait des États-Unis d'Afghanistan, ont tous créé un vide sécuritaire à la frontière sud de l'Asie centrale, ainsi que la domination économique croissante de la Chine sur toute l'Asie. Tous ces événements ont poussé les États d'Asie centrale à rechercher activement une troisième option, et la Turquie s'était discrètement préparée précisément pour ce moment. Le Conseil de coopération a été renommé Organisation des États turciques en 2021, indiquant clairement quelles étaient les ambitions du pays. En 2020 puis en 2021, l'organisation a adopté la vision du monde turcique à l'horizon, 2040 une feuille de route explicitement inspirée de l'intégration de l'Union européenne, avec des objectifs pour un marché commun, un alphabet commun, des cadres institutionnels partagés et une coordination politique et sécuritaire plus approfondie. Les chiffres du commerce intérieur du bloc révèlent la rapidité de l'évolution. Ils sont passés de 33 milliards de dollars entre les États membres en 2022 à 42 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 27% en une seule année. Le commerce bilatéral de la Turquie avec la région a bondi à environ 13 milliards de dollars en 2023. Le Kazakhstan et la Turquie sont convenus de porter leur commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d'ici 2030 à partir d'un chiffre confirmé de 6,3 milliards de dollars en 2023. Même l'inclusion de l'Azerbaïdjan dans cet alignement régional est stratégiquement significative. La Turquie a soutenu militairement et politiquement l'Azerbaïdjan durant le conflit du Haut-Karabakh, et la victoire de l'Azerbaïdjan a consolidé la réputation de la Turquie comme partenaire de sécurité fiable. Maintenant que l'Azerbaïdjan a rejoint le cadre consultatif d'Asie centrale, il peut servir de véritable pont géographique et politique entre les 5 États d'Asie centrale et la Turquie proprement dite. Le Turkménistan envisage probablement aussi de devenir membre à part entière de l'OTS, ce qui compléterait le bloc turcique. Mais tout cela relève de la politique. La véritable raison pour laquelle la Russie n'est plus en lice pour être l'acteur d'influence principal en Asie centrale, c'est son armée, ou plutôt son absence. Mais avant d'en arriver là, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos sur les événements récents et les grands changements géopolitiques dans le monde entier. Revenons aux forces armées d'Asie centrale. La plupart des armées étaient équipées du matériel de l'Union soviétique, puis soutenues par l'appui et la formation continue de la Russie, le tout organisé sur la base de la doctrine russe. Longtemps, chaque fois qu'un pays demandait une aide militaire, la Russie envoyait ses troupes. En 2022, la Russie a envoyé des soldats de maintien de la paix au Kazakhstan lors des émeutes de janvier, causées par la hausse des prix du carburant. La Russie n'a pas obtenu de progrès notables après 4 ans de guerre en Ukraine, suscitant des doutes sur les capacités réelles de son armée dans le contexte actuel. De l'autre côté, il y a la Turquie. Le drone Bayraktar TB2 de la Turquie s'est forgé une réputation en Libye et en Syrie, puis il a fait ses preuves de manière décisive lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, où il a dévasté les blindés et les défenses aériennes arméniens. L'Ukraine l'a intensément utilisé dès 2022, plusieurs médias affirmant que ce drone a été crucial durant les premiers mois de la guerre, avant que l'Ukraine ne crée sa propre industrie de drones. En 2023, la plupart des États d'Asie centrale avaient acheté des drones turcs, bien que le Tadjikistan se soit plutôt rapproché de la technologie des drones iraniens. Le Kazakhstan a signé un accord pour produire sous licence des drones Bayraktar turcs sur son sol, fabriquant ainsi désormais cette technologie militaire sur son territoire. Le Kirghizistan a accéléré ses acquisitions de drones après avoir subi des pressions de la part des forces tadjiques, soutenues par des intérêts alignés sur la Russie, considérant la Turquie comme un partenaire de sécurité qui tient réellement ses promesses. Même le Turkménistan, resté strictement neutre depuis des décennies, a discrètement élargi son arsenal avec des systèmes turcs. L'Ouzbékistan a effectué ses achats en 2023,
et a signé un accord global de coopération militaire avec la Turquie en 2022, couvrant le partage de renseignements, la logistique conjointe, la coopération dans l'industrie de la défense et l'éducation militaire. Cela a été transformé en accord complet de coopération militaire en 2026. La Turquie maintient également délibérément des relations bilatérales plutôt que de créer un bloc formel, sachant que les États dits turciques seront probablement opposés à la création directe d'un bloc militaire. Comme l'ex-Union soviétique, cela renforce la popularité pour une future coopération. Compte tenu de l'inaction de la Russie en Arménie, des retraits en Syrie et de l'état de l'OTSC, on peut affirmer que certains États turciques ne se sentent plus soutenus par la Russie. Le Kazakhstan est le plus grand membre non russe de l'OTSC, et certains sondages montrent un faible soutien local à cette alliance. Le pays a aussi protégé ses arrières face à la Russie en apaisant la Turquie par des échanges accrus, et la Chine en s'impliquant dans l'initiative des nouvelles routes de la soie pour étendre l'influence chinoise à l'ouest. L'aspect économique, et la question des ressources, soulignent les réserves de pétrole et de gaz de la région. La Russie contrôle depuis longtemps les oléoducs et gazoducs par lesquels le pétrole et le gaz d'Asie centrale atteignent les marchés européens, et ce contrôle a permis de les tenir en laisse. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Moscou a perturbé les exportations de pétrole du Kazakhstan via le port russe de la mer Noire, au moins 4 fois rien qu'en 2022, démontrant ainsi à quel point cette laisse peut être tirée à volonté. La Turquie développe activement les infrastructures pour rompre cette dépendance, aboutissant au corridor du milieu, une route ferroviaire et maritime reliant la Chine à l'Europe via le Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. Le corridor, qui auparavant ne représentait que moins de 1% du trafic de son équivalent russe du Nord, a vu ses volumes de fret augmenter de 33% en 2022, puis de 89% en 2023, et encore de 70% en 2024, alors que les expéditeurs se détournent de la Russie. La Banque mondiale prévoit qu'avec des améliorations logistiques appropriées, le fret du corridor pourrait tripler à 11 millions de tonnes d'ici 2030. L'Union européenne, la Banque asiatique de développement et plusieurs partenaires bilatéraux se sont tous engagés à développer le projet. La Turquie, à l'extrémité ouest de ce corridor, bénéficie d'un grand avantage géographique. Concernant le gaz naturel, la Turquie poursuit aussi le projet de gazoduc transcaspien, qui transporterait le gaz turkmène sous la mer Caspienne vers le corridor gazier du Sud, pour le livrer au marché européen via la Turquie. Ce projet est en développement actif depuis 1997 et a été bloqué à chaque fois par la Russie et l'Iran, qui ont tous deux à perdre si le gaz turkmène atteint l'Europe sans passer par leur territoire. Mais en 2024, la Turquie et le Turkménistan ont signé un protocole d'accord sur les transferts de gaz naturel, première étape concrète vers la réalisation de ce gazoduc. Le Turkménistan, qui détient les 4e plus grandes réserves prouvées de gaz naturel et dépend presque totalement de la Chine comme acheteur, a de fortes raisons de se diversifier. Si le gazoduc transcaspien venait un jour à être construit, ce serait le coup le plus significatif porté à l'influence énergétique russe sur l'Asie centrale et l'Europe depuis des décennies. Et l'élément clé de tout cela, qui inquiète la Russie, c'est que le principe du panturquisme repose sur des bases similaires à celles du panslavisme, pratiquement le même concept que la Russie a utilisé pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Bien que sous influence soviétique, les pays turciques restent culturellement plus proches de la Turquie. Il serait hypocrite de nier ce lien, tout en affirmant une connexion similaire entre la Russie et l'Ukraine. Certains analystes russes en sont venus à présenter le panturquisme comme un complot de l'OTAN, affirmant qu'il s'agit d'une opération occidentale orchestrée pour affaiblir la Russie depuis le sud. Cette interprétation tient à la présence de la Turquie dans l'OTAN et à sa décision d'appliquer la convention de Montreux durant la guerre en Ukraine, limitant le passage de navires de guerre supplémentaires par les détroits turcs et compliquant la position de la Russie en mer Noire. Cela ne veut pas dire que la Turquie remplace la Russie. La Turquie ne partage pas de frontières avec les 5 États d'Asie centrale, contrairement à la Russie et la Chine. La géographie procure des atouts en commerce, infrastructure et portée militaire que la diplomatie ou la vente de drones ne compensent pas totalement. Le commerce de la Chine avec la région s'élève à 89,3 milliards de dollars. L'Union européenne commerce à hauteur de 74,65 milliards de dollars et la Russie elle-même échange encore environ 40 milliards de dollars. La situation géopolitique délicate de la Turquie complique encore les choses. Recep Tayyip Erdogan était resté proche de Vladimir Poutine pendant la guerre en Ukraine, la Turquie refusant les sanctions occidentales contre la Russie. Au lieu de stopper la Russie en mer Noire, elle a négocié l'initiative céréalière de la mer Noire.
Elle achète toujours du gaz russe et garde des liens économiques qui limitent la capacité d'Ankara à s'opposer ouvertement à Moscou dans la région. L'appartenance de la Turquie à l'OTAN l'oblige en fin de compte à se conformer à la demande de défense collective de l'Alliance. Au final, les États d'Asie centrale n'optent pas pour la Turquie au détriment de la Russie et de la Chine, mais l'intègrent à leur jeu d'équilibre mené depuis des décennies. Le même président kazakh, qui réaffirme l'intégrité territoriale de l'Ukraine, assistera au défilé du jour de la victoire, organisé par Poutine à Moscou. Ce qui est vraiment nouveau, c'est la direction prise. Les alphabets latins, les villes renommées, les manuels d'histoire communs, les achats de drones et les corridors commerciaux construits autour de la Russie plutôt qu'à travers elle, s'accumulent lentement en une infrastructure qui permet à ces pays de réduire progressivement leur dépendance envers la Russie. L'organisation des États turciques n'est pas l'Union européenne, ni les BRICS, mais c'est une institution fonctionnelle, avec de véritables flux commerciaux, une réelle coopération militaire, et une feuille de route d'intégration à long terme, qui est effectivement mise en œuvre. La Turquie est aussi ce que la Russie ne peut vraiment pas être. Un partenaire économique qui a un véritable lien culturel avec la région, grâce à une histoire et une langue commune, tout en étant la deuxième plus grande armée de l'OTAN, et considérée comme faisant partie du top 10 pour 2026. La plus grande ironie, c'est que Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, au moins en partie, pour réaffirmer la domination russe sur l'espace post-soviétique et empêcher l'érosion continue de la sphère d'influence de Moscou. Au contraire, la guerre a plus accéléré l'éloignement de l'Asie centrale de la Russie que tout autre événement en 30 ans. Elle a offert à la Turquie une opportunité qu'Ankara a rapidement saisie. Combinée à la montée de la Chine comme acteur régional, l'influence russe en Asie centrale faiblit rapidement. Mais au-delà des objectifs géopolitiques, la Turquie elle-même a fait progresser ses forces armées et a de vastes plans de guerre. Regardez cette vidéo pour en savoir plus, et abonnez-vous pour recevoir les actualités géopolitiques et militaires de The Military Show.